Le break routier est une véritable institution chez Mercedes. Depuis l'apparition de modèle W123 en 1978, la marque propose des capacités de chargement exceptionnelles. Elle n'a pas attendu les SUV pour ça. En 2003 est apparu le modèle W211 qui a ajouté un profil beaucoup plus élancé. Forcément, le modèle W214 qui apparaît cette année reprend les mêmes codes, mais avec un profil encore plus fluide. On a notamment ces vitres de custode très arrondies qui rappellent notamment la CLA Shooting Brake. On a les feux arrière très affinés, la lunette inclinée, et puis on retrouve les codes stylistiques de la berline dont elle dérive, notamment les poignées de porte escamotables, et enfin une face avant entièrement revue avec notamment des projecteurs full LED qui sont soulignés par des vagues et une calandre noire qui rappelle les modèles 100% électriques de la marque. Alors vous allez me dire, qui dit ligne plus élancée sous-entend capacité de chargement en berne. Eh bien, en gagnant 11 cm d'un pare-choc à l'autre, la classe Break préserve ses capacités de chargement, comme vous allez le voir avec notre chargement colossal. Vous en voulez encore? Alors vous voyez, on peut charger tout ça dans la classe Break. Dans cette version hybride rechargeable, Mercedes annonce 1675 décimètres cubes. C'est peu ou prou ce que proposait le précédent modèle, sauf que la batterie est ici bien mieux intégrée. Elle ne forme plus une poutre transversale au fond du coffre, mais elle s'étend sur toute la surface. Et de fait, les chargements sont beaucoup plus faciles. Quoi qu'il en soit, si les motorisations hybrides rechargeables ne vous intéressent pas, les versions micro-hybrides sont toujours disponibles. Et là, la capacité de charge passe à 1830 décimètres cubes. Là encore, ce sont les valeurs équivalentes au précédent modèle, mais ça permet de voir venir. Alors, quand la banquette est relevée pour transporter les passagers et les bagages, c'est à peu près la même musique que sur l'ancien modèle. On a 460 décimètres cubes là sur cette version hybride rechargeable. C'est un petit peu juste, hein. Vous voyez que la batterie, même si elle est mieux intégrée, elle occupe pas mal d'espace. Mais rassurez-vous, les versions micro-hybrides sont beaucoup plus spacieuses et proposent 615 décimètres cubes. Là, pour le coup, ça laisse voir venir pour les vacances. Alors, sachant qu'elle mesure plus de 5 mètres de long, évidemment, on peut attendre un bel espace et on n'est pas déçu. Au niveau des jambes, c'est vraiment royal. Je manque un tout petit peu de place pour les pieds, mais globalement, je suis très bien installé, d'autant que les places latérales sont bien creusées. En plus, la finition est impeccable, c'est très chouette. On a la clim 4 zones, donc des réglages séparés pour les passagers arrière, avec les ouïes d'aération ici. Non, franchement, on est très bien installé. Bon, la place centrale, évidemment, restera en dépannage parce qu'elle est vraiment trop dure au niveau de l'assise et du dossier. Et puis, il y a évidemment ce gros tunnel de servitude qui est encombrant, qui oblige à l'enjamber. Forcément, ce sera très peu agréable sur mon trajet. Outre ses bonnes capacités d'accueil, le Break classe E avance comme la berline une planche de bord tirée à 4 épingles et dotée d'écrans perfectionnés, en particulier sur notre modèle d'essai très optionné qui ajoutait en plus du géant système multimédia de 14,4 pouces fourni en série, une instrumentation numérique améliorée offrant de nombreuses possibilités d'affichage et des effets 3D, ainsi qu'un second écran multimédia permettant aux passagers de regarder des vidéos. Si l'ensemble se montre assez intuitif, la multitude de fonctions impose un peu de pratique pour bien s'y retrouver et par ailleurs, les commandes tactiles du volant génèrent parfois quelques fausses manipulations. Alors, sous le capot de notre Break classe E, on retrouvera les mêmes motorisations que sous le capot de la berline. En l'occurrence, des motorisations micro-hybrides essence et diesel en entrée de gamme ou des versions hybrides rechargeables essence et diesel là aussi. Là, on a donc une 300e essence. Quelle que soit la version hybride rechargeable que vous ayez choisie, vous aurez une capacité de batterie de 20,3 kWh utile. Et 20,3 kWh utile, c'est une capacité digne des premières Renault Zoé, donc des premières citadines électriques efficientes du marché. Et alors forcément, avec une telle capacité, Mercedes promet une autonomie en tout électrique assez élevée, une centaine de kilomètres. C'est pas tout à fait ce qu'on a pu atteindre. Il faudra plutôt tabler sur environ 90 km sur un parcours mêlant ville, route à 80, voie rapide à 110, voire un tout petit peu à 130, ce qui est déjà vraiment très bien, surtout pour ceux qui pourront se brancher dans la journée
On pourra même envisager 180 km sans brûler une goutte d'essence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est effectivement la compensation d'un coffre réduit. Et Mercedes a pensé aux recharges en proposant en option une possibilité de se brancher sur du courant continu en 55 kW, ce qui permettra de retrouver l'autonomie électrique en 30 minutes au lieu de 2h30 sur du courant alternatif sur le secteur. Donc en tout cas, une fois le moteur 4 cylindres 2 litres turbo en route, on profite de 313 chevaux cumulés, donc ce qui permet d'excellentes capacités de reprise. La boîte est plutôt douce dans l'ensemble, donc on a une conduite assez fluide, très coolée, plutôt silencieuse. La sonorité mécanique est peu agréable, hein, ça reste un 4 cylindres qui émet un son assez aigu, donc ça manque un petit peu de noblesse pour un véhicule de ce standing. Mais néanmoins, on a des capacités d'accélération tout à fait satisfaisantes. Et en outre, la consommation se veut assez réduite en mode hybride, puisqu'on a constaté environ 7,5 litres de consommation à 130 km/h. Alors évidemment, les pros diesel vont dire que le bon vieux diesel restera plus économe sur long trajet. C'est pas faux, sauf que la version hybride rechargeable diesel coûte beaucoup plus cher et il faudra 60 voire 70 000 km pour amortir son surcoût à l'achat. Pour le reste, on a un véhicule très confortable, typique d'une Mercedes, surtout qu'on dispose de suspensions pneumatiques. En revanche, le comportement routier reste un petit peu pâteau. On a quand même un véhicule qui accuse 2,3 tonnes sur la balance. Dernier regret au volant et pas des moindres, le break classe E ne peut recevoir, contrairement à la berline, les roues arrière directrices. Dommage, car cela aurait grandement amélioré la maniabilité en ville de ce paquebot de 5,06 m de long, ainsi que son agilité dans les virages serrés. On a des pneus Michelin e-Primacy qui manque un petit peu de grippe. On manque toujours de sensation dans la direction et le train avant reste un petit peu lourd malgré tout. Enfin, le dernier écueil, c'est le freinage. Entre la régénération, la récupération d'énergie et l'attaque des disques, la frontière est difficile à trouver et on a une course assez longue à la pédale. Globalement, ça manque de mordant. À ce que les motorisations hybrides rechargeables rebutent, sachez que la classe E se montre un peu moins coûteuse en version micro-hybride. Malgré un gros malus, la version essence 200 permet une économie d'environ 4 000 €. La version diesel 220 épargnant de son côté 3 550 €. Certes, le plaisir de rouler à l'électrique et les économies au quotidien s'envolent alors que les performances globales régressent, mais les capacités de chargement sont bien supérieures, tandis que les masses totales repassent sous la barre des 2 tonnes. Et d'une manière générale, on profitera déjà pleinement de ce break à la fois moderne, raffiné, technologique et confortable, quoique encombrant et en aucun cas dynamique.